Bienvenue dans le podcast Neurosensible. Douleurs chroniques, fatigue, anxiété, symptômes étranges. Et si tout partait du cerveau et d'un système nerveux dérégulé ? Bonjour et bienvenue dans Neurosensible, le podcast qui explore les douleurs chroniques, la fatigue, la fibromyalgie et tous ces symptômes bizarres qu'aucun examen n'arrive vraiment à expliquer. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont j'aurais adoré qu'on me parle bien plus tôt dans mon parcours de guérison et qui est pourtant très souvent la source de nos problèmes. Je vais pas faire durer le suspense, il s'agit de la peur. Mais pas la peur comme avoir peur du noir ou peur des araignées ou des pigeons, j'ai une copine, elle a peur des pigeons. La peur des symptômes eux-mêmes, la peur de la douleur, la peur que ça ne parte jamais. La peur d'aggraver les choses si on fait le mauvais mouvement, si on se rend à tel endroit, si on fait le mauvais geste ou la mauvaise activité. Cette vigilance constante, ce que l'on appelle en anglais le monitoring du corps, qu'on développe quand on vit depuis des mois ou des années avec des symptômes chroniques. Et je vais parler des raisons qui expliquent pourquoi cette peur, aussi compréhensible et humaine qu'elle soit, I get it, est exactement ce qui maintient les symptômes en vie. Allez, c'est parti. Dans l'épisode précédent, que je te conseille vraiment d'écouter si tu ne l'as pas encore fait, je parlais du predictive coding, le codage prédictif. La façon dont le cerveau génère nos sensations par des prédictions plutôt qu'en attendant passivement les signaux du corps. Aujourd'hui, on va approfondir quelque chose que j'avais mentionné brièvement et qui mérite un épisode entier parce qu'il fait partie de la base pour aller mieux. La peur est le carburant des symptômes. Et je dirais même plus, la peur est le carburant du circuit. Le circuit, c'est ce que les spécialistes des douleurs neuroplastiques appellent le cycle peur-douleur, the fear-pain cycle en anglais. C'est une boucle dans laquelle le cerveau génère de la douleur ou d'autres symptômes, ce qui va générer de la peur, ce qui envoie au cerveau un signal de danger, et ce qui va générer encore plus de douleur ou de symptômes, et ce qui va encore plus générer de peur, et ainsi de suite. Tu vois le problème ? La peur, au lieu d'aider, renforce exactement ce qu'elle essaie de fuir. C'est le serpent qui se mord la queue et ça fait mal. C'est vraiment biologique parce que le cerveau est câblé pour réagir à la peur en renforçant l'état d'alerte. C'est un mécanisme de survie qui est très ancien, qui dans ce contexte précis se retourne complètement contre nous. La douleur arrive, la peur surgit, la peur dit au cerveau « danger !» et là, il reçoit la confirmation qu'il faut maintenir l'alerte. La douleur reste ou s'intensifie. Et la peur augmente. Et on tourne dans cette boucle sans jamais vraiment savoir pourquoi on n'arrive pas à en sortir. Avant de plonger dans la douleur chronique spécifiquement, je vais d'abord te donner des exemples du quotidien pour que tu vois bien que ce mécanisme concerne tout le monde, pas juste les personnes souffrant de symptômes chroniques. Premier exemple, le trou de mémoire lors d'une prise de parole. Tu dois présenter quelque chose en réunion ou lors d'un examen oral, d'une conférence, où tu prends la parole en public. Et là, avant même de commencer, tu t'angoisses à l'idée d'avoir un blanc. Tu cherches les mots à l'avance dans ta tête, tu essaies de tout répéter en même temps, histoire de bien tout retenir, et au moment où tu dois parler, tu as un blanc. Tu as un trou encore plus grand qu'à l'habitude. Et c'est exactement le cycle peur-symptôme à l'œuvre, version petit. La peur d'avoir un blanc génère un stress qui bloque justement l'accès fluide à la mémoire. La peur crée ce qu'elle redoute. Ça me fait penser à la loi de la manifestation version pas cool, parce qu'ici, tu manifestes ce dont tu avais peur. Deuxième exemple, l'insomnie. Alors ça m'est beaucoup arrivé. Tu dois te lever tôt le lendemain pour quelque chose d'important ou pour prendre un train, faire un voyage. Alors tu essaies de t'endormir, c'est ton objectif. Tu fermes les yeux, tu vérifies l'heure toutes les 20 minutes, tu calcules combien il te reste d'heures de sommeil si tu t'endors maintenant, et plus tu essaies, moins tu dors. Et plus tu surveilles ton sommeil, pire c'est. Troisième exemple, la timidité qui se renforce. Tu es quelqu'un de timide ou qui a peur du jugement en société. Tu arrives à une soirée où tu ne connais pas grand monde. Et tu as peur de dire quelque chose de bizarre, ou de rougir, ou de bafouiller. Alors, moi, bafouiller, ça m'est arrivé plein de fois. Et dans la soirée, c'est évidemment ce qui va se passer. Tu vas rougir, tu vas bafouiller, tu vas dire quelque chose de bizarre, parce que la peur d'être jugé génère précisément les comportements que tu voulais éviter. Bref, revenons au sujet. Dans les 3 cas, la peur du symptôme a créé le symptôme. C'est le mécanisme fondamental. En prendre conscience est vraiment une étape importante dans la guérison. Alan Gordon, le fondateur de la Pain Reprocessing Therapy, a lui-même vécu des années avec une douleur chronique invalidante. Et ce n'est pas grâce aux traitements médicaux classiques qu'il s'en est sorti, mais en comprenant le rôle que jouait la peur dans son propre circuit douloureux. Et il y a un point là-dessus que je veux vraiment que tu retiennes, parce que pour moi c'est quand même l'une des pièces les plus importantes du puzzle.
c'est que tu peux comprendre parfaitement ce qui se passe dans ton corps, avoir tout saisi intellectuellement, ça c'est l'étape number one, qui est fondamentale, mais continuer quand même à réagir physiquement dès qu'un symptôme arrive. Cette petite contraction au moment où la douleur pointe, cette mise en alerte du corps juste à l'idée de faire une activité que tu redoutes, ça c'est une réaction automatique, conditionnée par des mois, parfois des années à traiter la sensation comme un danger. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce réflexe s'est installé dans ton corps, en dessous de ce que ton mental peut contrôler, dans ton système nerveux. Tu as beau savoir avec ta tête, donc mentalement, que tout va bien, ton corps, lui, continue de réagir comme avant tant qu'il n'a pas vécu autre chose. C'est pour ça que la compréhension, aussi précieuse et fondamentale soit-elle, ne suffit pas à elle seule. Ce qui fait vraiment bouger les choses, c'est de faire vivre au corps une nouvelle expérience et de la répéter dans le temps. Encore, jusqu'à ce que ton système nerveux finisse par mettre sa carte à jour. On verra exactement comment dans la partie solution juste après. Quand on vit avec des douleurs chroniques ou des symptômes persistants, le cycle peur-douleur s'installe souvent très progressivement. On s'en rend souvent pas compte d'ailleurs. Au début, il y a un petit symptôme, une douleur ou même carrément une fatigue intense, des vertiges, des palpitations, des brûlures, peu importe. Et c'est normal d'avoir peur, c'est humain. Le corps envoie un signal inhabituel, donc on va consulter, on va essayer de chercher une explication. Et je tiens d'ailleurs à le préciser parce que c'est important. Encore une fois, la toute première étape, c'est toujours d'aller consulter et de faire les examens nécessaires pour écarter une cause médicale sérieuse. Ça ne saute pas. Tout ce dont je te parle dans cet épisode concerne les situations où ce travail médical a déjà été fait, où les examens reviennent normaux, ou n'expliquent pas l'intensité de ce que tu vis. C'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à regarder du côté du système nerveux et de la peur qui entretiennent le circuit. Mais donc, si les examens ne trouvent rien, ou si les traitements ne marchent pas vraiment, on continue de chercher des réponses encore et encore. Et plus on cherche sans rien trouver, plus on finit par devenir obsédé par ces sensations. On se met à les guetter en permanence, avec la peur au ventre, parce qu'au fond, on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. On note les moments où la douleur est là, les moments où elle est absente, on anticipe les situations à risque, on se met carrément à éviter certaines activités, certains mouvements, certains lieux, parce qu'on a peur d'aggraver les choses. Et sans le savoir, c'est là qu'on commence à nourrir la boucle et que l'on envoie au cerveau un message très clair. Cette situation est dangereuse, ce mouvement est dangereux, cette sensation est dangereuse. Le cerveau prend note, tip, hop, très sérieux, il enregistre, il va générer encore plus d'alertes dans ces contextes précis. Il apprend en fait, et les symptômes vont effectivement être là, ou s'intensifier, ce qui va confirmer notre peur et ce qui va renforcer l'évitement et ainsi de suite. Notre vie se réduit ou se détériore. C'est aussi pour ça qu'on observe souvent des patterns, des schémas très spécifiques dans la douleur neuroplastique. Les symptômes qui apparaissent systématiquement le dimanche soir ou le lundi matin avant la semaine de travail, la douleur qui explose lors de conflits émotionnels ou de périodes de stress intense, les symptômes qui s'améliorent pendant les vacances et reprennent dès qu'on rentre, comme si le corps avait un agenda caché, les sensations qui surgissent à la simple pensée de faire quelque chose qu'on redoute physiquement avant même d'avoir fait le moindre geste. Ça, c'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup. Tout ça, c'est le cerveau qui exécute ses prédictions de danger. Et la peur est ce qui maintient ces prédictions actives. Il y a aussi quelque chose d'important que je veux mentionner parce qu'on l'oublie souvent. La frustration, l'obsession et la colère fonctionnent de la même façon que la peur dans ce mécanisme. Ce n'est pas que la peur au sens strict, la colère face à la douleur, la frustration de ne pas guérir assez vite, l'exaspération de soi-même, l'auto-jugement constant, la vigilance constante, tout ça active le système nerveux et alimente le même circuit. Se battre contre sa douleur, essayer de la contrôler, l'analyser en permanence, c'est encore du carburant pour le circuit. Il y a souvent quelque chose qui est vraiment à la source de la frustration la plus fréquente et que j'entends pas mal dans les messages qu'on m'envoie. On me dit « ouais, j'ai tout compris, j'ai lu tous les livres, j'ai regardé des heures de vidéos, j'ai compris que ma douleur est neuroplastique, que c'est mon cerveau qui génère ça, que ce n'est pas dangereux, et pourtant, ça ne change pas vraiment. » Ça te dit quelque chose ? Tu te souviens de ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire d'Alan Gordon ? On est en plein dedans. Et oui, je me répète un peu, mais c'est tellement important que je préfère le redire autrement. La façon dont je le résume, c'est comprendre est cognitif, laisser être est somatique. Ce sont deux systèmes différents qui avancent sur deux horloges différentes et qui sont complémentaires. C'est-à-dire, ton mental peut apprendre la mécanique du cycle peur-douleur en très peu de temps. C'est assez accessible en fait, ça fait sens. Et tu te sens soulagé un moment parce que ça met enfin une réponse sur quelque chose qui semblait inexplicable. La compréhension enlève une couche de peur, et ça fait vraiment du bien. C'est une porte d'entrée précieuse. Le chemin commence là, mais il ne s'arrête pas là. Ton système nerveux, lui, fonctionne sur une autre horloge. Il n'apprend pas par l'information, mais par l'expérience.
vécues et répétées. C'est pour ça que ton corps n'a pas lu le même livre que ton mental, si je puis dire. Lui, il a des années d'expérience qui lui disent que la sensation est dangereuse, et aucune explication, aussi juste soit-elle, ne peut effacer ça à sa place. Seule une expérience vécue différemment, encore et encore, peut lui montrer qu'un autre chemin est possible. Et je te dis pas ça pour te décourager, évidemment, c'est sûr que c'est tellement dur ce chemin, mais c'est pour t'aider à mettre ton énergie au bon endroit. Si ça ne bouge pas malgré toute ta compréhension, ce n'est pas par manque de savoir, c'est simplement que ton corps n'a pas encore vécu assez d'expériences correctrices où la sensation arrive et repart sans danger ou sans aggravation. Et c'est exactement ça que l'on peut travailler. Alors voilà, évidemment, on arrive à la partie pratique. Ah, parce que ça, je sais que cette partie vous intéresse et c'est bien normal. Avant de te donner les outils un par un, je veux te donner le principe qui les relie tous, parce que c'est ce qui est le plus essentiel, donc concentration. Ce qui nourrit ou ce qui éteint le circuit, c'est ta manière de répondre aux symptômes. Parce que réagir et répondre n'est pas la même chose. Réagir, c'est automatique. Le symptôme arrive et hop, la peur, la panique, je scanne, je me bats, je cherche à le faire partir, je m'énerve contre mon corps. Répondre, c'est différent. C'est ce que tu choisis de faire une fois que tu as repéré cette réaction. Et c'est là que tout se joue. C'est là où tu retrouves ton pouvoir. Le symptôme en lui-même, ton cerveau l'observe. Mais ce qu'il observe encore plus, et c'est important, c'est ta réponse à ce symptôme. Si à chaque fois tu réponds par la peur, l'urgence, le combat, la frustration, tu lui confirmes que c'est bien un danger. Si petit à petit tu réponds par le calme, par un message de sécurité, par une forme d'indifférence presque, si tu arrives à devenir émotionnellement le plus neutre possible, tu lui apprends tout l'inverse. Premier outil, rassembler les preuves que ta douleur est bien neuroplastique. Avant même de pouvoir te sentir en sécurité face à une sensation, ton cerveau a besoin d'être convaincu qu'elle ne vient pas d'une lésion, d'un truc cassé dans ton corps. Et c'est logique, parce que tant qu'une partie de toi croit encore qu'il y a un vrai dommage physique, tu ne pourras pas vraiment lui dire « pas de panique ». Ça irait même à l'envers de ce qu'on cherche. Donc une fois que le médical a été fait et que les causes sérieuses ont été écartées, l'idée, c'est de rassembler activement les indices qui montrent que ta douleur est neuroplastique. Il faut que tu deviennes un peu l'enquêteur de ta propre douleur. Voici des indices typiques. Une douleur qui se déplace, qui change d'endroit ou d'intensité selon les jours. Une douleur qui apparaît ou s'aggrave dans les périodes de stress, de conflit, d'émotions fortes, et qui se calme quand tu es détendu, en vacances, en sécurité. Des symptômes qui surgissent à la simple pensée d'une activité, avant même de l'avoir faite. Des douleurs parfaitement symétriques, des deux côtés en même temps, ce qui est rare pour une vraie lésion. Des symptômes qui ont commencé pile dans une période difficile de ta vie. Ou encore le fait d'avoir collectionné, au fil des années, plein de symptômes différents qui se baladent d'une zone du corps à l'autre. Plus tu rassembles ces preuves, et écris les mêmes quelque part noir sur blanc, plus ton cerveau peut commencer à lâcher l'idée du danger. Sans elle, le somatic tracking ne prend pas, parce qu'au fond, tu n'y crois pas encore. Deuxième outil, apprendre à reconnaître le moment de peur. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, la première chose, c'est de devenir conscient du réflexe de peur quand il arrive. Pourquoi ? Pour éviter de le nourrir, pardi. Si on n'est pas conscient ou que l'on est en pilote automatique, on a de fortes chances d'augmenter cette peur, son intensité et nos symptômes. C'est la spirale infernale. Et tu vas voir, ce réflexe de peur arrive de nombreuses fois par jour, parfois des centaines de fois. C'est un réel conditionnement renforcé depuis parfois des décennies. Et c'est assez fou parce que tu as l'impression que tout va bien et pourtant ton corps réagit autrement, comme si tu étais en danger. Donc l'idée pour cette première étape n'est pas d'analyser ou de t'en vouloir, mais simplement de le remarquer au passage. Tiens, je sens la douleur qui arrive et mon ventre se serre. Il y a de la peur là. Ou encore, je viens juste de penser à cette activité et je sens déjà quelque chose se contracter en moi. Et ce petit moment de lucidité, cette nouvelle prise de conscience que tu commences à avoir, c'est ça qui va pouvoir te sortir du pilote automatique. Plutôt que de subir la sensation et d'y réagir aussitôt, mot très important, tu commences à observer ce que tu fais avec elle. Et c'est dans cet intervalle, aussi court soit-il, que tu vas pouvoir répondre autrement, que tu vas pouvoir interrompre les pensées liées à la peur ou la frustration qui empirent tes symptômes. Troisième outil, le somatic tracking avec sécurité. C'est l'outil central de la PRT, Pain Reprocessing Therapy. Ici, il s'agit d'apprendre à observer une sensation douloureuse ou inconfortable de manière neutre, avec curiosité, sans catastrophisme, sans chercher à la faire partir. Concrètement, quand la sensation arrive, au lieu de se tendre, de la fuir ou de chercher quelque chose à faire pour la soulager en urgence, on l'observe. Où exactement est-ce que je la sens ? Comment est-ce que je la décrirais ? Est-ce que c'est chaud, serré, vibrant, localisé ou diffus ?
est-ce qu'elle change quand je l'observe? Et surtout, on essaie de rester dans un état de sécurité relatif pendant qu'on fait ça. Cet outil est utile quand la sensation ne dépasse pas 5 sur 10. S'il y a trop de peur, de douleur ou d'émotion derrière, mieux vaut attendre que ça se calme. On peut associer ça à des messages de sécurité comme « Je suis en sécurité, ce que je ressens n'est pas une urgence, je peux l'observer » ou encore « C'est temporaire » ou « C'est juste un bug de mon cerveau ». Le message qu'on envoie au cerveau change complètement. Au lieu de « Oh, il y a un danger, faut absolument que je fasse quelque chose, et si ça s'empire, oh my god, encore ça », on envoie « Intéressant, voyons voir, pas de panique, je peux en fait observer ces sensations sans peur ». Et c'est ça qui, répété dans le temps, va permettre au système nerveux de mettre à jour ses prédictions de danger. 4e outil, identifier et réduire le monitoring corporel. C'est tellement fréquent chez les personnes en douleur chronique et tellement peu discuté. Le scan constant du corps. On se réveille le matin et avant même d'ouvrir les yeux, on est déjà en train de faire l'inventaire ou d'avoir des pensées négatives. Comment est ma douleur aujourd'hui? Est-ce qu'elle est là? Elle est comment par rapport à hier? Elle est plus forte ou moins forte? Est-ce qu'elle a bougé? Et cette surveillance en elle-même envoie un signal de danger au cerveau. C'est contre-intuitif parce qu'on pense qu'on fait quelque chose de prudent quelque part, de responsable. Mais en réalité, ce monitoring dit au cerveau « Cette zone nécessite de la surveillance, reste en alerte ». Alors une pratique concrète à faire. À chaque fois que tu te surprends à scanner ton corps pour chercher ce qui ne va pas, essaie de rediriger ton attention vers ce qui est neutre ou ce qui va, vers l'environnement autour de toi. Qu'est-ce que tu entends en ce moment? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la texture de ce que tu touches? Ça peut paraître trop simple, mais ça aide à interrompre cette boucle de surveillance. Ça aide à montrer à ton mental et à ton cerveau qu'il n'y a pas que les sensations négatives. Il y a plein d'autres nuances en fait, plein d'autres sensations. Et tu peux aussi déplacer ton attention sur tes points d'appui par exemple, ou sur une zone neutre de ton corps, ta main, ton oreille, ton menton, tes tempes, tes fesses, parce que l'hypervigilance avec la peur confirme au cerveau qu'il y a un danger. 5e outil, aller 2% par 2% vers ce qu'on évite. L'évitement, on en a parlé, confirme au cerveau que les situations évitées sont dangereuses. Donc progressivement, très progressivement, il s'agit d'aller dans ces zones avec bienveillance, sans se forcer brutalement, mais sans se laisser entièrement gouverner par la peur non plus. On y va mollo. L'objectif, c'est juste de donner au cerveau une nouvelle expérience. Je suis allé là-bas et rien de grave n'est arrivé. Ou j'ai fait ce mouvement et je suis encore là. Répéter suffisamment de fois, le cerveau va mettre à jour sa carte de danger. C'est de la neuroplasticité à l'œuvre, mais dans le bon sens cette fois. N'oublie pas que cela prend du temps. On ne change pas en 3 jours. Les connexions neuronales prennent du temps à changer, à évoluer. On parle en mois. Mais c'est la constance qui est ici primordiale. Tu vas 2% par 2% comme je disais. Donc par exemple, puisque c'était la fête de la musique il y a quelques jours, sous cette canicule, si tu adores la musique, tu veux y aller, mais par contre tu es sensible au bruit, tu es sensible à divers stimuli, et si tu habites à Paris, il serait déconseillé de prendre le métro, le RER, etc. avec cette chaleur, avec ce monde, avec ce bruit, avec cette des fois agressivité, pour arriver à Gare du Nord et descendre par exemple tout le boulevard Magenta avec tous les gens qui dansent avec la musique à fond. Non, dans ces cas-là, c'est tu vas à 5 minutes autour de chez toi, tu restes une demi-heure et tu reviens chez toi. Une autre règle à retenir, c'est quand c'est gérable, tu peux pousser un petit peu. Mais fais 70% au lieu de 100% et tu reviens. Si c'est ingérable, si tu commences à être émotionnellement submergé, tu arrêtes. 6e outil, travailler sur les émotions sous-jacentes. Parce que la peur des symptômes n'arrive pas dans le vide. Souvent, il y a une couche en dessous. Des émotions qui n'ont pas été accueillies, du stress chronique accumulé, des situations de vie qui maintiennent le système nerveux dans un état d'alerte permanent. La peur de la douleur est souvent la partie visible d'une peur plus profonde. Une peur de ne pas être en sécurité dans sa vie, dans ses relations, dans son avenir. Moi, par exemple, je sais, en l'ayant travaillé avec une thérapeute, que l'urgence que je ressens régulièrement et la pression que je me mets à vouloir tout faire va avec la terreur d'une partie de moi qui a dû gérer beaucoup trop de choses toute seule dans son enfance. Et je dois accueillir ces émotions, qui d'ailleurs sont souvent nombreuses, car en dessous de la colère, par exemple, il y a de la tristesse, du deuil, de la culpabilité, et toutes ces émotions sont à accueillir. Parce que si elles ne sont pas processées, elles restent en toi, elles s'accumulent et perturbent ton système nerveux autonome. Quand l'urgence et la pression que je m'inflige montent, et je travaille beaucoup dessus, plutôt que de répondre activement à ce sentiment, je fais une pause. Je veux montrer à mon système qu'il n'y a en fait pas d'urgence, donc il ne faut pas que je réponde à cette urgence.
Au lieu de ça, je prends conscience de ce qui se passe et je vais souvent m'isoler dans mon bureau pour rencontrer cette partie de moi qui ressent ça. J'accueille les émotions, comme la tristesse d'avoir pas eu l'enfance que j'aurais aimée, de n'avoir pas eu la sécurité dont j'avais besoin, la colère d'avoir eu des problèmes de santé, à cause de ce qui m'est arrivé alors que l'on devait me protéger plus, etc., etc. Ça a besoin de remonter à la surface, ça a besoin d'être traité, avec compassion toujours. Donc travailler avec des outils comme le Journal Speak, l'IFS, le travail somatique, ce que l'on verra en profondeur dans mon programme MindBody, qui sortira cette année d'ailleurs, ou un accompagnement thérapeutique orienté MindBody, ça permet de s'attaquer à cette couche plus profonde. Et souvent, quand l'état général du système nerveux se régule, les symptômes se calment eux aussi. Parce qu'on s'attaque à la source du signal de danger, pas juste à sa manifestation. C'est vraiment complémentaire. 7e outil, accumuler des expériences de sécurité. Ce travail ne se limite pas à la douleur. Il y a aussi tout un volet qui consiste à cultiver activement les émotions ressources, la joie, le plaisir, la gratitude, la connexion avec les autres, le rire. Et ça, on l'oublie trop souvent, donc je le rappelle et c'est un outil fondamental. Quand on souffre, on est souvent obsédé par nos symptômes et par notre guérison. Mais c'est contre-productif et ça maintient notre système en mode alerte. Donc activer les émotions positives le plus possible et se changer les idées du mieux que l'on puisse, c'est très important. Et dans ces expériences de sécurité, il y a également un point très important en lien avec le système nerveux, la co-régulation. Notre système nerveux ne se régule pas seulement tout seul dans notre coin, il se régule énormément au contact des autres. La présence d'une personne avec qui on se sent en sécurité, une voix douce, un câlin, un fou rire avec un proche, tout ça envoie à ton corps un signal de sécurité, souvent bien plus puissant que n'importe quel exercice fait seul chez toi. C'est ce que montrent les travaux sur la théorie polyvagale, ceux de Stephen Porges, de Deb Dana ou encore d'Erin Lyon, qui est une de mes formatrices. On est des êtres sociaux et notre corps se sent en sécurité quand il est en lien. Après mon burn-out, une énorme ressource pour moi a été de partir en week-end chez ma mère le plus souvent possible. J'ai la chance de m'entendre très bien avec ma famille et aller à la campagne avec l'amour, la présence de ma mère, son énergie douce et rigoler avec mes proches, ma sœur jumelle, mon frère. Ça m'a énormément fait de bien. Ça, c'est de la co-régulation comme on en veut. Les animaux aussi peuvent beaucoup aider si vous êtes tout seul. Je sais que mon toutou il reçoit pas mal de câlins dans la journée. Thank you. Et quelque chose qui paraît vraiment anodin mais que je recommande beaucoup, se rappeler des moments où ça allait bien. Des moments de légèreté, de plaisir, d'absence de symptômes, même courts. Le cerveau a besoin de ces preuves que la sécurité est possible. Il a besoin d'exemples. Donne-lui-en, même si ce sont des souvenirs. Dernier outil, l'indépendance au résultat. En anglais, on parle d'outcome independence. L'idée, c'est que tu peux faire tous les exercices du monde, le somatic tracking, l'exposition douce 2% par 2%, le travail sur les émotions, mais si tu les fais en surveillant en permanence si ça marche, si la douleur a baissé, comment elle est par rapport à hier, si le symptôme est enfin parti, alors tu envoies encore à ton cerveau le message que cette sensation est un problème urgent à régler, donc un signal de danger. Tant que tu observes ta douleur en croisant les doigts pour qu'elle disparaisse, tu es encore dans le combat, juste déguisé en lâcher prise. Et c'est dur, je sais. Le vrai changement, le vrai basculement d'ailleurs, il arrive quand tu fais le travail pour envoyer un message de sécurité à ton corps sans être suspendu au résultat. Quand ça t'est presque égal, entre guillemets, que la sensation soit là ou pas, parce que tu sais au fond qu'elle n'est pas dangereuse. Tu sais, c'est un peu comme fumer un pétard et dire « Wow, tout est cool, tout est bien, petit symptôme, coucou, petit symptôme ». C'est un peu ça en fait l'intention qu'il faut avoir. Et c'est pas facile. Mais ça reste quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est très souvent la pièce qui manque chez les gens qui font tout correctement et qui restent quand même coincés. On lâche l'obsession du résultat et c'est justement là que les choses se remettent à bouger. En gros, tu continues ta vie, tu essayes de profiter le plus possible de ta vie, même s'il y a des symptômes. Il faut apprendre à les mettre en arrière-plan plutôt qu'au premier plan. Ça prend du temps, mais ça marche. De toute façon, ce n'est que de la répétition ce travail en fait, avec les douleurs neuroplastiques. Mais comme on a appris à marcher avec de la répétition, on va réapprendre au système à baisser son mécanisme d'alarme et de danger avec la répétition. Et pour finir, un autre point primordial, je sais, ça en fait beaucoup des points, mais c'est tellement important pour moi de vous guider, et tu vas avoir besoin de réécouter ça. Attends-toi à des fluctuations. La guérison de douleurs neuroplastiques, ce n'est jamais une ligne droite. Il va y avoir des bons jours, et puis des jours où ça remonte d'un coup, parfois sans raison apparente, parfois après un stress, une accumulation de stress, une émotion, une fatigue. Et c'est normal. Des moments sympas et des moments moins sympas. Le piège, c'est qu'au premier retour de symptômes, tu paniques. Tu te dis, ça y est, c'est revenu, ça n'a pas marché, je suis retourné à zéro. Et là, devine quoi ? Cette panique, cette peur, c'est exactement le carburant du circuit dont on parle depuis le début. Donc une rechute qui te fait peur, ça peut relancer toute la boucle.
Alors quand ça remonte, essaie de te rappeler que ce n'est pas un retour à la case départ. C'est au contraire une opportunité pour encore une fois recabler ton système nerveux. C'est juste ton système nerveux qui teste l'ancien chemin. Une vague de plus à accueillir sans dramatiser. Et plus tu réagis aux rechutes avec calme et sécurité plutôt qu'avec panique, plus elles s'espacent et perdent de leur intensité avec le temps. Donc quand ça revient là pendant quelques jours, tu réponds le plus neutre possible, tu essayes de te nourrir avec des amis des choses bien, tu n'essayes pas forcément d'éviter, mais tu cherches la joie, tu évites le monitoring le plus possible et tu évites aussi les gros stress. On se calme dans ces moments-là. Miguel Batista, de CFS Recovery, appelle ces remontées des adjustment periods, des périodes d'ajustement. Et j'aime beaucoup son image. C'est un peu comme une bonne séance de sport. Tu as des courbatures le lendemain, parfois tu as mal pendant 2 ou 3 jours, mais ces courbatures ne veulent pas dire que tu t'es blessé. Elles veulent dire que ton corps est en train de s'adapter et de se renforcer. Une période d'ajustement, c'est pareil. Un inconfort temporaire qui fait partie du processus de recalibrage de ton système nerveux. Ce n'est pas un signe que tu régresses. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut se rappeler que c'est temporaire, répondre correctement aux symptômes, ne pas alimenter la peur le plus possible. Oui, je sais, ce n'est pas évident, et ça va finir par se calmer. Oui, ça va se calmer. Mais c'est comme cela qu'on augmente les capacités de notre système nerveux, c'est-à-dire l'espace dans lequel le système nerveux peut traiter ce qu'il arrive sans se déréguler. On arrive à la conclusion de cet épisode, mais n'oublie pas, ce n'est pas ta faute. Ton système a fait ce qu'il a pu avec les capacités qu'il avait. Tu as sûrement eu des adversités, ce qui explique tes douleurs aujourd'hui. La peur de la douleur est une réponse normale et humaine à une expérience qui a vraiment été douloureuse, et je dirais même à des années d'expérience qui ont été douloureuses. Le pluriel est important ici. Ça n'a rien à voir avec une faiblesse ou avec de l'hypocondrie ou avec l'idée que tu te créerais ta maladie. C'est simplement ton cerveau qui fait exactement ce qu'il est censé faire, à savoir te protéger, anticiper et éviter le danger. Mais il te protège trop. Dans le cas des douleurs neuroplastiques, ce mécanisme est devenu trop sensible, trop réactif, et il génère plus de souffrance qu'il n'en prévient. Et ce qui maintient ça en place, c'est souvent la peur elle-même, ainsi que les comportements qui suivent. Ce monitoring constant, cette relation de combat avec les symptômes, être en guerre contre sa propre douleur, en avoir plein les fesses, consommer toujours plus d'informations en espérant que la bonne explication finira par tout débloquer, alors que le corps attend autre chose, il attend du vécu, des expériences répétées, vécues, correctrices. La guérison passe par quelque chose d'assez contre-intuitif. Elle demande de moins se battre pour laisser plus de place à la curiosité, de relâcher le sentiment d'urgence pour cultiver davantage de sécurité et d'arrêter d'accumuler de l'information pour vivre les choses autrement. 2% par 2%. C'est pas glamour comme programme, c'est pas fascinant parce que ça demande tous les jours de multiples répétitions, souvent dans la douleur, dans la souffrance même. On est des braves soldats comme j'aime le dire, mais c'est vraiment ça. Et dans le fond, c'est libérateur, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout comprendre parfaitement avant de commencer. On a juste besoin de commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que j'ai décrit résonne pour toi, partage-le autour de toi, parce que trop de personnes vivent encore dans cette boucle sans savoir que ça a un nom, que c'est explicable et que ça peut changer. N'hésite pas à t'abonner ou à liker ou même à me faire un commentaire sur les réseaux sociaux ou sur le podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Neurosensible. Prends soin de toi.